Salut tout le monde! Ce soir, nous allons explorer comment une civilisation vieille de 3000 ans a inventé quelque chose que vous utilisez probablement régulièrement, le congé maladie. Imaginez des scribes égyptiens penchés sur leurs papyrus poussiéreux qui découvrent soudain qu'ils peuvent légalement éviter le travail en prétendant avoir mal au dos. C'est à la fois hilarant et étrangement moderne, non? Bien sûr, vous ne survivriez probablement pas une journée dans leur monde, entre les crocodiles du Nil, les tempêtes de sable et les contremaîtres qui n'hésitent pas à utiliser le fouet comme outil de motivation. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour liker la vidéo et vous abonner. Mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'où vous nous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir que certains d'entre vous sont peut-être en train de boire leur café matinal pendant que d'autres s'endorment. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce doux ronronnement en arrière-plan et laissons-nous glisser ensemble dans le voyage de ce soir. Le soleil se lève lentement sur Thèbes et vous ouvrez les yeux dans un monde qui sent l'encens, le papyrus et cette odeur particulière du Nil au petit matin, un mélange de vases fertiles et de mystère. Vous êtes un scribe, l'un des rares privilégiés de cette société à savoir lire et écrire. Autour de vous, votre modeste maison de briques crues commence à se réchauffer sous les premiers rayons du soleil. Le matelas de paille sous votre corps vous rappelle que le confort moderne n'existe pas encore, mais vous avez l'habitude. Vous vous redressez lentement, vos articulations craquent, un son qui deviendra familier au fil des ans. Par la fenêtre, vous entendez déjà l'animation de la ville qui s'éveille, les marchands qui crient leur prix, les ânes qui brèment, les enfants qui jouent dans les ruelles étroites. Mais vous avez un statut différent. Vous portez cette fameuse tunique de lin blanc, symbole de votre rang, même si elle commence à jaunir légèrement à cause de l'encre que vous manipulez quotidiennement. Votre regard se pose sur vos outils de travail, soigneusement rangés dans un coin de la pièce. Votre palette de scribe en bois, avec ses petits godets pour l'encre rouge et noire, vos roseaux taillés avec précision, vos rouleaux de papyrus, certains vierges, d'autres couverts de votre écriture hiéroglyphique. C'est votre univers, votre gagne-pain, mais aussi votre prison dorée. Vous savez que la journée qui vous attend sera longue. Comme toujours, vous devrez vous rendre au palais du vizir, vous installer dans cette position accroupie inconfortable qui fait la spécialité des scribes égyptiens, et copier, calculer, enregistrer. Vos mains connaissent par cœur le poids du roseau, la texture du papyrus, la résistance de l'encre qui parfois refuse de couler correctement. Mais quelque chose vous tracasse ce matin. Hier, en rentrant du travail, vous avez ressenti cette douleur lancinante dans votre poignet droit. Rien de dramatique, juste cette sensation désagréable qui vous rappelle que votre corps n'est pas une machine. Vous frottez machinalement la zone douloureuse et une pensée traverse votre esprit. Et si je n'y allais pas aujourd'hui? Cette idée vous surprend vous-même. Dans votre société, le travail n'est pas optionnel. Vous servez Pharaon directement ou indirectement, et Pharaon est un dieu vivant. On ne fait pas faux bond à un dieu, même pour un simple mal de poignet. Pourtant, cette pensée reste là, persistante, comme une petite graine qui commence à germer dans votre esprit. Vous vous levez et vous dirigez vers votre jarre d'eau pour vos ablutions matinales. L'eau fraîche sur votre visage vous réveille complètement et vous réalisez que vous n'êtes pas le seul à ressentir cette fatigue. Hier, en discutant avec Katie, un autre scribe qui travaille aux archives royales, vous avez remarqué qu'il se massait constamment les épaules. Et Amenemheb, le comptable en chef, avait cette grimace caractéristique quand il se penchait sur ses calculs. Serait-il possible que vous ne soyez pas les seuls à souffrir de ces maux? Cette question vous intrigue. Vous commencez à enfiler votre tunique, vos sandales de cuir, et vous préparez votre sac de scribe. Mais l'idée persiste. Existe-t-il un moyen légitime d'éviter le travail quand on ne se sent pas bien? Vous sortez de votre maison et vous dirigez vers le palais, mais vos pas sont moins assurés qu'à l'ordinaire. Autour de vous, Thèbes s'anime dans toute sa splendeur. Les colonnes des temples se dressent majestueusement vers le ciel, les jardins royaux embaumèrent l'air de leurs parfums exotiques, et le Nil scintille au loin comme un ruban d'argent. Vous êtes privilégié de vivre dans cette merveille du monde antique, mais aujourd'hui, même cette beauté ne suffit pas à masquer votre inconfort physique.
En marchant, vous observez les autres travailleurs. Les porteurs d'eau, les artisans, les soldats, ils semblent tous accepter leur sort sans questionnement. Mais vous, avec votre éducation et votre capacité à analyser, vous commencez à voir les choses différemment. Peut-être que votre formation de scribe, qui vous a appris à documenter et à organiser, pourrait servir à autre chose qu'à simplement obéir. Vos pas vous mènent naturellement vers les souvenirs de votre formation, cette époque où vous étiez encore un enfant privilégié, choisi pour apprendre l'art sacré de l'écriture. Vous repensez à la maison de vie, cette institution vénérable attachée au temple de Karnak, où vous avez passé près de 10 ans de votre vie à maîtriser les mystères des hiéroglyphes. L'ironie ne vous échappe pas. C'est peut-être là que vous avez développé, sans le savoir, l'esprit critique qui vous permet aujourd'hui de questionner l'ordre établi. Vous vous souvenez de votre premier jour quand vous n'aviez que 7 ans. Vos parents, des artisans respectés mais illettrés, vous avaient confié au maître Ptahhotep avec un mélange de fierté et d'appréhension. Ils savaient que vous alliez gravir l'échelle sociale, mais ils savaient aussi qu'ils ne vous reverraient que rarement. La maison de vie était un monde à part, avec ses règles strictes et ses rituels complexes. Le maître Ptahhotep, un homme au crâne rasé et aux yeux perçants, vous avait immédiatement fait comprendre que l'apprentissage ne serait pas une promenade sur les rives du Nil. Un scribe qui ne souffre pas dans sa formation ne servira jamais correctement son pharaon, répétait-il quotidiennement. Vous vous demandez maintenant si cette philosophie de la souffrance nécessaire n'était pas le premier obstacle à surmonter pour imaginer un monde du travail plus humain. Vos premières années furent consacrées à apprendre à tenir correctement le roseau. Cela peut sembler simple, mais vos doigts d'enfant n'étaient pas habitués à cette précision. Combien de fois avez-vous eu des crampes dans la main? Combien de fois le maître vous a-t-il frappé les articulations avec sa baguette quand votre trait tremblait? La douleur forge le caractère, disait-il. Aujourd'hui, vous vous demandez si elle ne forge pas plutôt la résignation. Vers l'âge de 10 ans, vous avez commencé à apprendre les hiéroglyphes proprement dits. Quelle révélation! Ces petits dessins qui prenaient vie sous votre roseau, ces oiseaux, ces yeux, ces vagues qui formaient des mots, des phrases, des idées. Vous découvriez que l'écriture était bien plus qu'un simple outil. C'était un pouvoir. Celui qui sait écrire peut façonner la réalité, l'interpréter, la transformer. Cette prise de conscience vous avait donné des frissons. Mais le programme ne s'arrêtait pas à l'écriture. Vous avez dû apprendre les mathématiques, indispensables pour calculer les taxes, mesurer les terres, planifier les constructions. Le système de numération égyptien, avec ses symboles pour les dizaines, les centaines, les milliers, était devenu une seconde nature. Vous vous amusiez même à calculer mentalement les rations de nourriture des ouvriers, les quantités de briques nécessaires pour un mur, les volumes d'eau pour irriguer un champ. L'histoire et la géographie occupaient aussi une place importante. Vous connaissiez par cœur les noms des pharaons, leurs exploits, leurs monuments. Vous saviez localiser chaque nome d'Égypte, chaque ville importante, chaque temple majeur. Cette connaissance vous donnait une perspective unique sur votre civilisation, mais elle vous faisait aussi réaliser à quel point le système reposait sur une hiérarchie rigide où chacun devait rester à sa place. Les textes sacrés constituaient une autre partie essentielle de votre formation. Vous avez appris à recopier les hymnes aux dieux, les formules funéraires, les récits mythologiques. Ces textes parlaient souvent de justice, de Ma'at, cet équilibre cosmique que les Égyptiens vénéraient. Mais ils parlaient aussi de soumission, d'acceptation de son sort. Une contradiction qui commence à vous déranger maintenant que vous ressentez dans votre chair les limites de cette philosophie. Vers 15 ans, vous avez commencé les exercices pratiques, rédiger des contrats, tenir des comptes, préparer des rapports administratifs. C'est là que vous avez vraiment compris l'ampleur de la bureaucratie égyptienne. Tout était consigné, archivé, référencé. Chaque sac de grains, chaque jour de travail, chaque transaction était méticuleusement enregistré. Ce système, d'une efficacité remarquable, reposait entièrement sur le travail des scribes comme vous. Mais vous vous souvenez aussi des moments de complicité avec vos condisciples. Kéti, justement, était déjà votre ami à cette époque. Vous passiez des heures à discuter des textes, à philosopher sur le sens de la vie, à rêver de votre future carrière. Vous imaginiez servir dans les plus hauts cercles du pouvoir,
peut-être même devenir vizir un jour. L'ambition ne vous faisait pas peur, mais elle s'accompagnait d'une acceptation totale des règles du jeu. Vos maîtres vous répétaient que le scribe était l'épine dorsale de la civilisation égyptienne. Sans nous, disaient-ils, les pharaons ne seraient que des chefs de guerre ordinaires, les temples ne seraient que des tas de pierres, et l'Égypte ne serait qu'un désert traversé par un fleuve. Cette fierté corporatiste vous animait, vous donnait le sentiment d'appartenir à une élite indispensable. Pourtant, même à l'époque, vous aviez remarqué certains détails troublants. Parfois, un condisciple s'effondrait d'épuisement après une longue séance d'écriture. D'autres développaient des troubles de la vue à force de déchiffrer des textes à la lueur des lampes à huile. Quelques-uns abandonnaient leur formation, incapables de supporter la pression physique et mentale. Mais ces incidents étaient présentés comme des faiblesses individuelles, jamais comme des problèmes systémiques. Maintenant, en marchant vers votre lieu de travail, vous réalisez que ces faiblesses étaient peut-être les premiers signes d'une prise de conscience. Votre formation vous a donné les outils intellectuels nécessaires pour analyser et critiquer, mais elle vous a aussi conditionné à accepter l'inacceptable. Aujourd'hui, pour la première fois, vous envisagez d'utiliser vos compétences non pas pour perpétuer le système, mais pour l'améliorer. Cette révélation vous donne presque le vertige. Vous, simple scribe au service du vizir, vous osez imaginer remettre en question des millénaires de tradition. L'audace de cette pensée vous effraie autant qu'elle vous excite. Mais votre poignet douloureux vous rappelle que l'innovation naît souvent de la nécessité, et que même les plus grands changements commencent par de petits gestes de rébellion. Vous arrivez devant l'imposante entrée du palais administratif du vizir, ces colonnes de grès rose qui s'élèvent vers le ciel comme des géants bienveillants. Les gardes vous reconnaissent et vous font un signe de tête respectueux. Après tout, vous êtes un scribe royal, même si vous ne vous sentez pas particulièrement royal ce matin, avec votre poignet qui lance. L'air est déjà chaud et lourd, annonçant une journée difficile dans les salles mal ventilées du palais. Vous franchissez le seuil et pénétrez dans ce monde familier de corridors interminables, de cours intérieurs où résonnent les voix des fonctionnaires et de salles de travail où des dizaines de scribes s'activent déjà. L'odeur caractéristique vous saisit immédiatement. Un mélange d'encre, de papyrus, de cire chaude et de cette poussière fine qui semble imprégner tous les bâtiments administratifs égyptiens. C'est votre univers depuis maintenant 5 ans, mais aujourd'hui, il vous semble légèrement oppressant. Vous vous dirigez vers votre poste habituel, une petite alcôve dans la grande salle des comptes, où vous attend déjà une pile impressionnante de tablettes et de papyrus. Amenemeb, le comptable en chef, vous salue d'un geste las. Vous remarquez qu'il évite de tourner la tête trop brusquement, signe que ses douleurs cervicales s'aggravent. Encore une journée de gloire au service de Sa Majesté, marmonne-t-il, avec cette ironie discrète que seuls les scribes expérimentés se permettent. Votre poste de travail est spartiate mais fonctionnel. Une natte de roseau sur laquelle vous vous asseyez en position accroupie, une petite table basse en bois d'ébène pour poser vos outils, un coussin usé pour soutenir votre dos, luxe relatif accordé aux scribes de votre rang. Vous disposez vos instruments avec les gestes automatiques de la routine. Palette d'encre, roseau taillé, pierre à aiguiser, chiffon pour nettoyer et bien sûr la provision quotidienne de papyrus frais, livrée ce matin même par les ateliers royaux. La première tâche qui vous attend concerne l'inventaire des greniers royaux de la rive ouest. Des chiffres, toujours des chiffres. Combien de sacs d'orge, combien de jarres d'huile, combien de pain pour les ouvriers des nécropoles. Vous trempez votre roseau dans l'encre noire et commencez à tracer les premiers hiéroglyphes. Mais dès les premières lignes, la douleur dans votre poignet se manifeste plus intense qu'hier. Vous faites une pause, massez discrètement la zone douloureuse, puis reprenez. Autour de vous, l'activité bat son plein. Katie, installée à 2 places de la vôtre, recopie des décrets royaux d'une écriture impeccable. Vous l'enviez presque? Sa spécialité lui évite les calculs complexes, mais vous savez qu'il doit rester concentré pendant des heures sur des textes juridiques d'une complexité redoutable. À sa droite, Nebamoun transcrit des rapports de police, documentant les petits délits et les conflits entre voisins qui remontent jusqu'à l'administration centrale. Vers la 3e heure de travail, vous commencez à ressentir cette tension familière dans votre nuque. Votre position, jambes repliées,
dos courbé sur votre travail, n'est pas naturel pour le corps humain. Vous vous demandez parfois si les scribes de l'Ancien Empire, il y a 1000 ans, ressentaient les mêmes douleurs. Probablement, mais ils n'en parlaient pas. La souffrance silencieuse était considérée comme une vertu. C'est alors que survient un incident qui va changer votre perspective. Sénémout, un scribe plus âgé qui travaille aux archives dynastiques, se lève brusquement en gémissant. Il tente de faire quelques pas, mais sa main droite tremble visiblement. « Mes doigts ne m'obéissent plus », murmure-t-il à Amenemeb. Ce dernier l'examine rapidement et diagnostique ce que tous les scribes redoutent, une inflammation des tendons due au mouvement répétitif de l'écriture. Amenemeb prend une décision qui vous surprend. Il autorise Sénémout à rentrer chez lui pour se reposer. « Reviens demain, dit-il, et nous verrons si ça va mieux. » Cette bienveillance inattendue vous frappe. Vous n'aviez jamais réalisé que votre supérieur hiérarchique pouvait faire preuve d'une telle humanité. Mais surtout, vous découvrez qu'il est possible de quitter son poste pour des raisons de santé sans être fouetté ou renvoyé. Cette révélation fait naître en vous une curiosité professionnelle. Vous commencez à observer plus attentivement vos collègues, à noter leurs gestes, leurs grimaces, leurs poses. Kéti se masse régulièrement les épaules. Nebamoun cligne souvent des yeux, signe probable de fatigue oculaire. Même Amenemheb, malgré sa position d'autorité, ne peut cacher ses difficultés à tourner la tête. Pendant la pause de midi, vous engagez subtilement la conversation avec quelques collègues. « Dis-moi, Kéti, tu n'as jamais eu mal aux épaules à cause de notre position de travail. » Sa réponse vous surprend par sa franchise. « Tous les jours, mon ami. Mais que veux-tu y faire? C'est le prix de notre statut. » Cette résignation vous agace. Pourquoi accepter la souffrance comme une fatalité? Vous poursuivez votre enquête informelle. Nebamoun vous confie qu'il a parfois des maux de tête terribles à cause de l'éclairage insuffisant. Un autre collègue, Ormine, vous montre discrètement ses doigts déformés par des années d'écriture intensive. « J'ai 42 ans, dit-il, et mes mains ressemblent à celles d'un vieillard de 70 ans. » Ces témoignages vous bouleversent. Vous réalisez que votre profession, si prestigieuse soit-elle, est littéralement en train de détruire votre corps et celui de vos collègues. Mais ce qui vous choque le plus, c'est l'acceptation passive de cette situation. Comme si la souffrance physique était le prix normal à payer pour le privilège de savoir lire et écrire. En reprenant votre travail l'après-midi, vous ne voyez plus votre poste de la même façon. Cette position accroupie que vous trouviez naturelle vous semble maintenant une torture lente. Votre roseau, cet outil noble de la civilisation, devient un instrument de supplice. Même le papyrus, cette merveille technologique égyptienne, vous paraît complice de votre martyre quotidien. Mais votre formation de scribe vous a appris à analyser, à synthétiser, à chercher des solutions. Si le problème existe, il doit y avoir un remède. Vous commencez à griffonner discrètement sur un morceau de papyrus usagé, notant vos observations, vos questions, vos premières idées. Sans le savoir, vous venez de rédiger le tout premier rapport sur les conditions de travail des scribes égyptiens. Cette prise de conscience vous donne un sentiment étrange, mélange d'excitation et d'appréhension. Vous pressentez que vous êtes sur le point de découvrir quelque chose d'important, mais vous ne savez pas encore quoi. Tout ce que vous savez, c'est que votre poignet vous fait mal et que vous refusez désormais de considérer cette douleur comme normale. C'est peut-être un petit pas, mais c'est votre premier pas vers une révolution silencieuse. Les jours suivants deviennent un véritable laboratoire d'observation pour vous. Chaque matin, vous vous réveillez avec une conscience accrue de votre corps, de ses tensions, de ses protestations silencieuses. Votre poignet droit continue de vous lancer, mais maintenant vous y prêtez attention au lieu de l'ignorer. Vous commencez même à tenir un petit journal secret, notant sur des chutes de papyrus l'évolution de vos douleurs et celle de vos collègues. Ce matin, en vous installant à votre poste habituel, vous observez méthodiquement votre position de travail. Jambes repliées sous vous, dos arrondi, tête penchée vers votre ouvrage, une posture que vous maintenez pendant des heures sans bouger. Vous réalisez que même les statues des dieux dans les temples ne sont pas représentées dans des positions aussi inconfortables. L'ironie ne vous échappe pas. Les divinités égyptiennes sont toujours debout, majestueuses, ou assises sur des trônes dignes, tandis que leurs serviteurs scribes se contorsionnent dans des positions dignes d'un contorsionniste. Vous décidez de chronométrer vos sensations.
Au bout d'une heure d'écriture continue, votre nuque commence à se raidir. Après 2 heures, votre poignet vous envoie des signaux d'alarme. À la 3e heure, c'est tout votre dos qui proteste. Vous comprenez maintenant pourquoi les scribes les plus expérimentés développent cette démarche particulière, légèrement voûtée, comme si leur corps gardait la mémoire de leurs longues heures de travail. Mais c'est votre main droite qui vous préoccupe le plus. Cette main qui manie le roseau avec tant de précision, qui trace des hiéroglyphes d'une beauté parfaite, commence à vous trahir. Vous remarquez que vos doigts tremblent légèrement après de longues séances d'écriture. Pire encore, vous développez ce que vous baptisez mentalement la griffe du scribe. Cette tendance de vos doigts à se crisper dans la position d'écriture même quand vous ne tenez plus votre roseau. Vos observations s'étendent à l'ensemble de votre profession. Vous notez que les scribes les plus jeunes, comme vous, développent principalement des douleurs aux poignets et au dos. Ceux qui ont entre 10 et 20 ans de carrière souffrent davantage de problèmes oculaires, leurs yeux fatigués par des années à déchiffrer des textes à la lueur parfois insuffisante des lampes à huile. Quant aux vétérans, ils cumulent tous ces maux et y ajoutent des déformations articulaires parfois impressionnantes. Vous commencez à établir ce que vous appelez secrètement la carte des douleurs du scribe. Chaque partie du corps a sa spécialité, les cervicales pour les tensions dues à la position penchée, les lombaires pour le maintien de la posture accroupie, les épaules pour le port constant du bras qui écrit, les doigts pour l'appréhension répétitive du roseau. C'est tout un corps qui se transforme lentement, s'adapte à sa fonction au prix de sa santé. Cette prise de conscience vous amène à une question troublante. Pourquoi la société égyptienne, si avancée dans tant de domaines, n'a-t-elle jamais cherché à améliorer les conditions de travail de ses scribes? Vous qui construisez des pyramides défiant les lois de la gravité, qui momifiez des corps pour l'éternité, qui calculez les crues du Nil avec une précision remarquable, vous n'avez jamais pensé à inventer une chaise confortable pour vos scribes. Un matin, votre douleur au poignet devient si intense que vous avez du mal à tenir votre roseau. Vous faites une pause, tentez de masser discrètement la zone douloureuse, mais rien n'y fait. C'est alors que vous prenez une décision qui vous surprend vous-même. Vous allez voir Amenemeb pour lui expliquer votre problème. Après tout, il a bien autorisé Sénémout à rentrer chez lui l'autre jour. Votre supérieur vous écoute avec attention. « Ah !» dit-il avec un sourire entendu. « Tu découvres les joies du métier. Moi, j'ai commencé à avoir mal au poignet à 25 ans. Maintenant, à 42 ans, je ne peux plus écrire plus de 2 heures d'affilée sans souffrir. » Cette confidence vous rassure et vous inquiète à la fois. Rassurante parce que vous n'êtes pas le seul, inquiétante parce que cela suggère que votre avenir professionnel sera jalonné de douleurs croissantes. Mais Amenemeb vous réserve une surprise. « Tu sais, continue-t-il, j'ai parlé récemment avec Kaemwa-Set, le superviseur des ateliers royaux. Il m'a raconté des choses intéressantes sur les ouvriers de Deir el-Médine. Paraît-il qu'ils ont développé des arrangements particuliers pour gérer leurs problèmes de santé. Le ton mystérieux de votre supérieur pique votre curiosité. Des arrangements particuliers, que peut-il bien vouloir dire? Si tu veux, propose Amenemeb, je peux t'obtenir une autorisation pour visiter le village des artisans. Officiellement, ce serait pour vérifier leur compte de ration, mais officieusement, tu pourrais observer leur méthode de travail. Cette proposition vous excite. Deir el-Médine, le village secret où vivent les ouvriers qui creusent et décorent les tombes royales dans la vallée des rois. Vous en avez entendu parler comme d'un endroit à part où les règles habituelles ne s'appliquent pas tout à fait de la même façon? Vous acceptez immédiatement cette mission. Non seulement cela vous permettra d'échapper à votre poste pendant quelques jours, mais vous pressentez que vous allez découvrir quelque chose d'important. Peut-être que ces artisans, confrontés aux mêmes problèmes physiques que vous, ont trouvé des solutions innovantes. En préparant votre voyage, vous ressentez une excitation que vous n'aviez plus éprouvée depuis longtemps. Vous allez enquêter, analyser, comprendre. Votre formation de scribe va enfin servir à autre chose qu'à recopier des inventaires. Vous allez peut-être découvrir le secret pour concilier productivité et bien-être au travail. Cette nuit-là, vous avez du mal à vous endormir. Votre poignet vous fait toujours mal, mais cette douleur prend maintenant un sens différent. Ce n'est plus une fatalité à subir, mais un problème à résoudre. Vous ne le savez pas encore,
mais vous venez de faire le premier pas vers une révolution qui changera à jamais la façon dont les Égyptiens conçoivent le travail. Le voyage vers Deir el-Médineh vous prend une demi-journée à dos d'âne, traversant la nécropole thébaine sous un soleil implacable. Vous portez votre équipement de scribe dans un sac de cuir, ainsi qu'une gourde d'eau et quelques galettes d'orge pour le voyage. L'autorisation d'Amenemeb vous ouvre toutes les portes. Après tout, vous représentez officiellement l'administration du vizir. Mais votre vraie mission est bien plus personnelle. Comprendre comment d'autres travailleurs égyptiens gèrent leurs problèmes de santé. Le village des artisans apparaît soudain au détour d'une colline, nichée dans une vallée sèche à l'écart des routes principales. C'est un ensemble de maisons de briques crues, entourées d'un mur d'enceinte, qui abrite les familles des ouvriers les plus qualifiés d'Égypte. Ces hommes creusent et décorent les tombes royales, un travail si secret et si prestigieux qu'ils vivent dans l'isolement, protégés mais surveillés par l'administration pharaonique. Khaemouasset, le superviseur, vous accueille avec la déférence due à un scribe royal, mais vous percevez dans son regard une certaine complicité. Alors, dit-il en vous conduisant vers le bureau administratif du village, Amenemeb t'a parlé de nos innovations? Le mot vous intrigue. Innovation. Dans un contexte égyptien, ce terme est presque révolutionnaire. Votre civilisation vénère la tradition, la permanence, l'immuabilité. L'innovation est suspecte, dangereuse, potentiellement blasphématoire. Vous vous installez dans le bureau, une pièce fraîche éclairée par de petites ouvertures dans le toit. Les murs sont couverts de tablettes et de rouleaux de papyrus, les archives du village. Khaemouasset vous sert une boisson fraîche à base d'orge fermentée, puis commence son récit avec un sourire mystérieux. « Tout a commencé il y a 3 ans, dit-il. Un de nos meilleurs tailleurs de pierre, Senedjem, s'est effondré au travail. Douleur terrible dans le dos, impossible de tenir son ciseau. Vous prenez des notes discrètement, fasciné par ce parallèle avec votre propre situation. Khaemouasset continue. Au début, nous pensions le renvoyer chez lui définitivement. Un ouvrier qui ne peut plus travailler, à quoi sert-il? Mais Senedjem était irremplaçable. 20 ans d'expérience, une maîtrise parfaite des techniques de sculpture. Nous ne pouvions pas nous permettre de le perdre. L'histoire prend une tournure inattendue. Senedjem lui-même nous a proposé une solution. Il a demandé à s'absenter du travail pendant quelques jours, le temps que ses douleurs s'apaisent. En échange, il s'engageait à former un apprenti pendant ses heures de repos. Cette proposition vous surprend. Un ouvrier qui négocie ses conditions de travail, c'est du jamais vu dans votre expérience de l'administration égyptienne. Et vous avez accepté? Demandez-vous incrédule. Khaemouasset hoche la tête. Nous n'avions pas le choix. Mais nous avons posé des conditions. Il devait nous fournir une explication détaillée de ses problèmes de santé, une estimation de la durée de son absence et s'engager à respecter ses obligations de formation. En quelque sorte, nous avons créé le premier contrat de congé maladie de l'histoire égyptienne. Ces mots résonnent dans votre esprit comme une révélation. Contrat de congé maladie. Vous n'aviez jamais envisagé que la maladie puisse faire l'objet d'un accord formel, d'une négociation entre l'ouvrier et son employeur. Dans votre monde de scribe, on travaille tant qu'on peut tenir debout et on s'effondre quand on ne peut plus. Point final. Khaemouasset vous montre alors un document qui vous coupe le souffle. Sur un morceau d'ostracon, ces éclats de calcaire qui servent de support d'écriture bon marché, vous découvrez le premier certificat médical de l'histoire. Senedjem, tailleur de pierre, souffre de douleurs dans le dos qui l'empêchent de tenir ses outils. Durée estimée de l'incapacité, 5 jours. Traitement prescrit, repos et application de cataplasme chaud. Vous examinez le document avec fascination. L'écriture est celle d'un prêtre médecin du village, un certain Amenhotep. La formulation est simple, factuelle, sans dramatisation. Mais surtout, elle établit un lien direct entre un problème de santé et une incapacité temporaire de travail. C'est révolutionnaire dans une société où la maladie est souvent perçue comme une punition divine ou une faiblesse personnelle. Et comment cela s'est-il passé? Interrogez-vous. Khaemouasset sourit. Mieux que prévu. Senedjem est revenu au bout de 4 jours, reposé et motivé. Il a effectivement formé un apprenti pendant ses soirées, et sa productivité a même augmenté après son retour. Nous avons réalisé que forcer un ouvrier malade à travailler
était moins efficace que lui permettre de récupérer. Cette logique vous semble évidente maintenant qu'elle est énoncée, mais vous réalisez que personne ne l'avait jamais formulée clairement. Un travailleur reposé est plus productif qu'un travailleur épuisé. Un ouvrier qui peut se soigner revient plus fort qu'un ouvrier qui s'use jusqu'à l'effondrement. Ces principes, si simples en apparence, remettent en question des siècles de tradition. Mais ce n'est pas tout, ajoute Khaemwaset. D'autres ouvriers ont commencé à demander le même traitement. Nous avons eu des cas de douleur aux épaules, aux poignets, aux yeux. Chaque fois, nous avons appliqué le même principe. Évaluation médicale, congé temporaire, conditions de retour. Il vous montre une série d'ostracas, véritable collection de certificats médicaux primitifs. Vous découvrez des pathologies qui vous sont familières. Katie, peintre, souffre de fatigue oculaire due à un travail prolongé dans des espaces mal éclairés. Nact, porteur, ressent des douleurs au dos après avoir transporté des blocs de pierre. Amenemeb, dessinateur, ne peut plus tenir son pinceau à cause de crampes dans la main droite. Ces descriptions résonnent avec vos propres observations sur les mots des scribes. Mais ce qui vous frappe le plus, c'est l'évolution du vocabulaire. Ces documents ne parlent plus de faiblesse ou de punition divine, mais de fatigue professionnelle et de troubles liés au travail. Un changement sémantique qui révèle un changement de mentalité profond. La maladie n'est plus une fatalité personnelle, mais une conséquence logique de certaines conditions de travail. Et l'administration centrale, demandez-vous, elle est au courant de vos innovations? Khaemwaset prend un air conspirateur. Officiellement, nous gérons les absences pour maladie comme nous l'avons toujours fait. Officieusement, nous expérimentons une approche plus humaine. Tant que la productivité globale ne chute pas, personne ne pose de questions. Cette révélation vous électrise. Vous découvrez qu'il existe déjà un système parallèle, informel mais efficace, qui permet aux travailleurs de prendre soin de leur santé sans compromettre leur emploi. Et surtout, vous réalisez que ce système pourrait s'appliquer à d'autres professions, y compris la vôtre. Khaemwaset vous emmène faire le tour du village et vous découvrez la suite de l'histoire de Senedjem. L'homme vous attend près de son atelier, un sourire énigmatique aux lèvres. À première vue, c'est un artisan ordinaire d'une quarantaine d'années, aux mains calleuses et aux avant-bras musclés par des années de travail de la pierre. Mais quand il commence à parler, vous comprenez que vous êtes en face d'un véritable révolutionnaire, même s'il n'en a pas conscience. Tout a commencé par accident, vous explique-t-il en s'appuyant contre un bloc de calcaire. J'étais tellement habitué à avoir mal au dos que je considérais ça comme normal. Puis un jour, impossible de me lever de mon lit. Ma femme a dû aller prévenir Khaemwaset que je ne pourrais pas travailler. Il marque une pause comme s'il revivait ce moment décisif. Et là, au lieu de me renvoyer ou de me punir, il m'a demandé ce dont j'avais besoin. Cette simple question « De quoi as-tu besoin ?» vous semble révolutionnaire. Dans votre monde administratif, les supérieurs posent plutôt des questions comme « Pourquoi ne peux-tu pas travailler ?» ou « Quand pourras-tu reprendre ?» L'approche de Khaemwaset place l'humain au centre de l'équation, pas la productivité. Senedjem vous raconte comment il a réfléchi à sa situation. J'ai réalisé que mes douleurs suivaient un cycle. 3 ou 4 jours de travail intense, puis une journée où je peux à peine bouger. J'ai proposé d'alterner. 3 jours de travail, 1 jour de repos. Mais comme je ne voulais pas qu'on me prenne pour un paresseux, j'ai suggéré d'utiliser mes jours de repos pour transmettre mes connaissances aux jeunes. L'idée est brillante dans sa simplicité. Au lieu de subir passivement sa condition, Senedjem l'a analysée, comprise et transformée en avantage. Ces jours de repos sont devenus des jours de formation, créant une valeur ajoutée pour l'ensemble du village. Le résultat? J'ai moins mal au dos, je suis plus productif quand je travaille, et nous avons maintenant 3 apprentis parfaitement formés. Vous prenez des notes fébriles, fascinés par cette approche pragmatique. Mais Senedjem n'a pas terminé. Le plus drôle, c'est que d'autres ouvriers ont commencé à m'imiter. Pas pour frauder, mais parce qu'ils avaient réellement besoin de souffler. Nous avons créé, sans le vouloir, un système où la santé et le travail se complètent au lieu de s'opposer. Cette dernière phrase vous frappe comme une révélation. La santé et le travail qui se complètent. Dans votre formation de scribe, on vous a toujours enseigné qu'il fallait choisir. Soit vous préservez votre confort, soit vous servez efficacement l'État.
Senedjem vient de vous prouver que cette opposition est artificielle. Il vous emmène voir son laboratoire, un coin de son atelier, où il expérimente différentes techniques pour réduire l'impact physique de son travail. « Regardez, dit-il en vous montrant un coussin de cuir rembourré, je m'agenouille dessus quand je dois travailler sur des pièces basses. Fini les genoux écorchés et les douleurs articulaires. » Simple mais révolutionnaire. Qui d'autre que l'artisan lui-même pouvait identifier ce problème et inventer cette solution? Il vous montre ensuite une série d'outils modifiés. Ce ciseau a un manche plus long et plus épais. Moins de fatigue dans la main, meilleure précision. Puis un petit tabouret mobile, pour éviter de rester debout pendant des heures. Et enfin, son innovation la plus audacieuse. Cette poulie me permet de manipuler des blocs lourds sans me casser le dos. J'ai calculé qu'elle divise par 3 l'effort nécessaire. Vous réalisez que Senedjem a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a appliqué l'ingénierie égyptienne, cette science qui permet de construire des pyramides, à l'amélioration de ses conditions de travail quotidiennes. Pourquoi personne n'y avait-il pensé avant? Mais le plus important, continue-t-il, c'est que j'ai appris à écouter mon corps. Quand je sens que la fatigue arrive, je fais une pause. Quand mes muscles sont tendus, je fais quelques étirements. Quand mes yeux sont fatigués, je regarde au loin quelques instants. Ces gestes, si naturels qu'ils semblent évidents, représentent une rupture totale avec la mentalité traditionnelle du travailler jusqu'à l'épuisement. L'après-midi, vous assistez à une scène qui vous marque profondément. Un jeune tailleur de pierre, Keti, un homonyme de votre collègue scribe, vient voir Senedjem. « Maître, dit-il, j'ai mal au poignet depuis 2 jours. J'ai peur que ça empire. » Au lieu de le réprimander ou de minimiser sa douleur, Senedjem l'examine attentivement. « Montre-moi comment tu tiens ton ciseau, demande-t-il. Après observation, il corrige la posture du jeune homme. « Voilà ton problème. Tu crispes trop tes doigts. Regarde, tiens l'outil comme ça, plus détendu. » Puis il ajoute quelque chose qui vous stupéfie. « Prends le reste de la journée pour te reposer. Demain, nous travaillerons ensemble pour que tu réapprennes les bons gestes. » Vous venez d'assister à la naissance de ce que vous identifiez mentalement comme la médecine préventive du travail. Au lieu d'attendre que le problème s'aggrave, Senedjem intervient dès les premiers signes. Au lieu de punir la douleur, il l'utilise comme signal d'alarme pour corriger les mauvaises habitudes. En fin de journée, vous discutez avec plusieurs autres artisans du village. Tous ont des histoires similaires, des douleurs professionnelles transformées en opportunités d'amélioration, des faiblesses converties en innovation. Nacht, le porteur, a inventé un système de sangles qui répartit mieux le poids sur son dos. Amenemeb, le dessinateur, a créé un support inclinable pour ses papyrus qui lui évite de se pencher. Ce qui vous frappe le plus, c'est l'atmosphère de solidarité qui règne dans le village. Loin de cacher leurs problèmes de santé par honte ou par peur, les artisans les partagent, les analysent ensemble, cherchent collectivement des solutions. Ils ont créé, sans le savoir, la première communauté de prévention des risques professionnels de l'histoire. Le soir, installé dans la maison d'hôte du village, vous réfléchissez à tout ce que vous avez appris. Ces artisans ont inventé quelque chose de révolutionnaire, l'idée que la santé au travail n'est pas un luxe, mais une nécessité économique, que prendre soin de ses employés n'est pas de la faiblesse, mais de l'intelligence, que l'innovation peut venir du terrain, pas seulement des palais. Vous commencez à imaginer comment adapter ces principes à votre propre profession. Un scribe qui pourrait faire des pauses quand ses yeux fatiguent, qui pourrait changer de position quand son dos se raidit, qui pourrait prendre un jour de repos quand ses mains tremblent. Ne serait-il pas plus efficace qu'un scribe qui s'use jusqu'à l'épuisement? Cette nuit-là, vous rêvez d'un monde où les scribes auraient leurs propres innovations, des sièges confortables, des éclairages adaptés, des horaires flexibles. Un monde où dire « j'ai mal » ne serait pas un aveu de faiblesse, mais le début d'une amélioration. Vous ne le savez pas encore, mais vous venez de concevoir les bases du premier système de congé maladie de l'histoire. Le lendemain matin, vous vous réveillez avec une idée claire. Il faut que vous testiez le système de Senedjem. Après avoir pris congé de Kaimwaset et des artisans, qui vous ont chargé de transmettre leurs salutations à tous les scribes qui ont mal au dos, vous rentrez à Thèbes avec un plan précis en tête. Vous allez devenir le premier scribe de l'histoire à demander officiellement un congé maladie.
Le voyage de retour vous permet de peaufiner votre stratégie. Vous avez observé que le succès de Senegem reposait sur plusieurs éléments. Une explication claire de son problème, une proposition concrète de solution et surtout une compensation pour l'administration. Vous décidez d'adapter cette approche à votre situation de scribe. De retour au palais, vous passez la matinée à rédiger ce qui deviendra le premier certificat médical pour scribe de l'histoire égyptienne. Sur un morceau de papyrus de qualité, il faut marquer le coup, vous écrivez « Amenemeb, chef comptable respecté, je souffre de douleurs au poignet droit qui affectent la qualité de mon écriture. Je sollicite 3 jours de repos pour permettre à mes tendons de récupérer. En compensation, je propose de former notre nouveau apprenti, Horemheb, aux techniques de calcul rapide pendant mes soirées. » L'exercice vous amuse. Vous utilisez votre expertise de scribe pour créer un document administratif qui remet en question l'administration elle-même. Il y a là une ironie délicieuse que vous savourez pleinement. Vous prenez même soin d'utiliser une écriture particulièrement soignée. Après tout, vous demandez un congé pour problème de poignet. Il serait malvenu que votre écriture soit bâclée. Vous attendez la fin de la matinée pour aborder Amenemheb. Le timing est important. Il vient de terminer sa révision des comptes mensuels et semble d'humeur relativement détendue. Vous vous approchez de son poste avec votre document, le cœur battant. Après tout, vous êtes sur le point de commettre un acte sans précédent dans l'histoire de l'administration égyptienne. Amenemheb, dites-vous d'une voix que vous espérez assurer, j'aurai quelque chose d'important à vous soumettre. Votre supérieur lève les yeux de ses tablettes, intrigué par votre ton solennel. Vous lui tendez votre certificat médical et attendez sa réaction. Il lit attentivement, fronçant les sourcils, puis relève la tête avec une expression indéchiffrable. « Intéressant, dit-il lentement. Très intéressant. Tu as appris ça à Deir el-Médine ?» Vous hochez la tête, soulagé qu'il ne vous ait pas ri au nez. « Et tu penses vraiment que 3 jours de repos vont résoudre ton problème de poignet ? Vous expliquez ce que vous avez observé chez Senegem. Comment le repos préventif évite l'aggravation et améliore la productivité à long terme. » Amenemheb se gratte la barbe, signe qu'il réfléchit intensément. « Tu sais, dit-il finalement, ta proposition tombe à pic. Horemheb a effectivement besoin de formation complémentaire, et je n'ai pas le temps de m'en occuper. Si tu peux le faire à ma place... » Il marque une pause, vous regarde droit dans les yeux. « D'accord, je te donne tes 3 jours, mais j'ai une condition supplémentaire. » Votre cœur se serre. Une condition supplémentaire. Vous craignez qu'il ne veuille vous imposer une contrepartie impossible. Mais sa demande vous surprend. Je veux que tu documentes ton expérience. Écris un rapport sur l'évolution de tes douleurs, sur l'efficacité du repos, sur la formation que tu donnes à Horemheb. Si ça marche, j'aimerais étendre le système à d'autres scribes. Cette demande vous électrise. Non seulement Amenemheb accepte votre innovation, mais il envisage déjà de la généraliser. Vous réalisez que vous n'êtes pas le seul à avoir identifié le problème des conditions de travail des scribes. Votre supérieur, avec sa plus grande expérience, a probablement observé les mêmes dégradations physiques chez ses équipes. Les 3 jours qui suivent deviennent une expérience fascinante. Le premier jour, vous restez chez vous, laissant votre poignet au repos complet. La différence est immédiate. Les douleurs s'atténuent, vos doigts retrouvent leur souplesse. Vous en profitez pour réfléchir à votre technique d'écriture, identifiant les gestes qui provoquent les tensions. Le 2e jour, vous vous sentez déjà mieux. Vous commencez à faire quelques exercices d'étirement que vous avez vus pratiquer par les artisans de Deir el-Médine. Vous découvrez que votre corps répond positivement à ces petites attentions. L'après-midi, vous recevez Horemheb chez vous et commencez sa formation aux techniques de calcul rapide. Le 3e jour, vous expérimentez prudemment quelques exercices d'écriture. Votre poignet supporte bien la charge, mais vous prenez soin de faire des pauses régulières. Vous réalisez que vous avez développé une nouvelle relation avec votre corps. Au lieu de l'ignorer, vous l'écoutez. Au lieu de le forcer, vous négociez avec lui. Quand vous retournez au travail le 4e jour, vous êtes transformé. Physiquement, votre poignet a retrouvé sa mobilité. Mentalement, vous avez acquis une confiance nouvelle. Vous venez de prouver qu'il est possible de prendre soin de sa santé sans compromettre son travail. Mieux, vous avez démontré que cette approche améliore la qualité de votre service.
Amenemheb remarque immédiatement la différence. « Ton écriture est plus fluide », observe-t-il en examinant votre travail. « Et tu sembles moins crispé sur ton roseau. » Vous lui remettez le rapport qu'il avait demandé, document qui détaille jour par jour l'évolution de votre état physique et les progrès de formation de Horemheb. Votre supérieur lit attentivement, prenant parfois des notes dans les marges. « Remarquable, dit-il finalement. Tu as créé un système où tout le monde y gagne, toi, l'apprenti et même l'administration. C'est exactement le contraire de ce qu'on nous a enseigné sur les congés maladie, qu'ils sont nécessairement une perte pour l'employeur. Cette réflexion vous fait réaliser l'ampleur de votre innovation. Vous avez transformé le congé maladie d'un coût en un investissement. Au lieu d'être une pause improductive, votre absence est devenue une opportunité de formation et d'amélioration. Vous avez réconcilié l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. » L'après-midi même, Amenemheb convoque tous les scribes de son service pour une réunion extraordinaire. « Mes amis, dit-il, nous allons expérimenter une nouvelle approche de la gestion de la santé au travail. » Il explique votre système, présente votre rapport et propose d'étendre l'expérience à tous ceux qui en ressentent le besoin. La réaction de vos collègues vous surprend. Au lieu de la méfiance que vous redoutiez, vous découvrez un soulagement évident. Keti avoue qu'il souffre d'épaules douloureuses depuis des mois. Nebamun confesse ses problèmes de vue. Même Ormin, le vétéran, admet que ses mains déformées lui causent des douleurs constantes. Vous réalisez que vous avez libéré une parole longtemps réprimée. Ce soir-là, en rentrant chez vous, vous mesurez l'ampleur de ce qui vient de se passer. En l'espace d'une semaine, vous avez révolutionné les rapports entre santé et travail dans votre service. Vous avez créé un précédent qui pourrait transformer l'ensemble de l'administration égyptienne. Et surtout, vous avez prouvé qu'une idée simple, écouter son corps et en prendre soin, peut avoir des conséquences considérables. Vous ne le savez pas encore, mais vous venez de poser les bases d'un système qui survivra à l'effondrement de l'Égypte pharaonique et influencera les civilisations futures. Votre petit geste de rébellion contre la douleur est en train de devenir une révolution silencieuse. Les semaines qui suivent ressemblent à une contagion bénéfique. Votre innovation se répand dans les bureaux du palais avec une rapidité qui vous surprend. Keti est le premier à suivre votre exemple, demandant 2 jours de repos pour ses épaules douloureuses. En contrepartie, il propose d'organiser les archives dynastiques selon un nouveau système de classement qu'il a imaginé. Amenemheb accepte sans hésitation, curieux de voir si votre méthode fonctionne avec d'autres types de problèmes. Vous observez avec fascination cette multiplication des certificats médicaux dans votre service. Chaque scribe qui ose franchir le pas apporte sa propre innovation. Nebamun, après avoir obtenu une journée de repos pour ses yeux fatigués, revient avec une technique révolutionnaire d'éclairage indirect qui utilise des miroirs de bronze poli pour diriger la lumière du soleil sur les papyrus. Ormin, le vétéran, négocie une demi-journée hebdomadaire pour ses mains arthritiques et l'utilise pour transmettre ses 40 ans d'expérience aux plus jeunes. Ce qui vous frappe le plus, c'est la transformation de l'atmosphère de travail. Auparavant, chacun gardait ses douleurs pour soi, par pudeur ou par peur. Maintenant, vos collègues parlent ouvertement de leurs problèmes physiques, s'entraident, partagent leurs découvertes. Vous avez créé, sans le vouloir, une communauté de soins mutuels au sein de l'administration la plus rigide d'Égypte. Un matin, vous assistez à une scène qui vous émeut particulièrement. Le jeune Horemheb, que vous avez formé pendant votre congé, aide spontanément un collègue qui se masse le poignet. « Attends, dit-il, je vais te montrer les exercices que m'a enseignés notre maître scribe. » Il reproduit fidèlement les gestes que vous lui avez appris, créant une chaîne de transmission des bonnes pratiques. Cette solidarité nouvelle ne passe pas inaperçue dans les autres services du palais. Vous commencez à recevoir des visites discrètes de scribes d'autres départements, curieux de comprendre votre système. Un comptable des greniers royaux vous explique qu'il souffre de maux de tête constants, à cause des calculs complexes qu'il doit effectuer dans des délais impossibles. Un archiviste des temples vous confie que ses genoux le font souffrir à force de s'agenouiller pour consulter les papyrus stockés dans les coffres bas. Ces rencontres vous donnent une perspective plus large sur votre innovation. Vous réalisez que les problèmes de santé au travail touchent tous les métiers intellectuels de l'administration égyptienne. Les scribes ne sont pas les seuls à souffrir dans leur chair du service rendu à l'État.
Cette prise de conscience vous pousse à systématiser votre approche. Vous décidez de créer ce que vous appelez mentalement le manuel du scribe en bonne santé. Sur vos temps libres, vous rédigez un document qui répertorie les problèmes de santé les plus fréquents chez les scribes, leurs causes et les solutions préventives. Vous y incluez les observations de Senegem sur l'importance du repos, vos propres découvertes sur les exercices d'étirement et les innovations de vos collègues. Ce manuel devient rapidement une référence. Des scribes de toute la ville de Thèbes viennent le consulter, le recopient, l'adaptent à leur propre situation. Vous commencez à recevoir des témoignages de réussite. Un scribe royal qui a résolu ses problèmes de dos grâce à vos conseils. Un comptable du temple qui a retrouvé une vue claire après avoir appliqué vos recommandations sur l'éclairage. Un jour, vous recevez une visite qui vous laisse sans voix. Kaemouasset, le superviseur de Deir el-Médine, se présente à votre bureau avec un large sourire. Alors, dit-il, paraît que tu as semé la révolution dans l'administration thébaine ? Il vous explique que la réputation de votre système est remontée jusqu'aux plus hautes sphères de l'administration royale. Vous acceptez, bien sûr, mais vous passez les jours suivants dans une angoisse délicieuse. Comment présenter votre innovation à des hommes habitués à gérer des milliers d'ouvriers ? Comment leur faire comprendre que la santé individuelle peut servir l'intérêt collectif ? Vous préparez méticuleusement votre intervention, rassemblant tous les témoignages, tous les résultats, toutes les preuves de l'efficacité de votre système. Le jour J arrive plus vite que prévu. Vous vous retrouvez dans la grande salle du conseil face à une dizaine de superviseurs au visage sévère. Kaemouasset vous présente brièvement, puis vous laisse la parole. Votre cœur bat si fort que vous craignez qu'il ne soit audible dans toute la salle, mais vous commencez votre présentation d'une voix que vous espérez assurer. Vous expliquez votre parcours, de la découverte de vos douleurs à l'invention de votre système. Vous détaillez les résultats obtenus dans votre service, les innovations développées par vos collègues, l'amélioration générale de la productivité. Vous montrez vos documents, vos statistiques, vos témoignages. Vous plaidez pour une approche préventive de la santé au travail, pour une reconnaissance officielle des congés maladie. La réaction du Conseil vous surprend. Au lieu de l'hostilité que vous redoutiez, vous découvrez une écoute attentive, presque bienveillante. Les questions fusent, mais elles sont pertinentes, constructives. Un superviseur vous demande comment adapter votre système aux travaux de force. Un autre s'interroge sur les coûts administratifs. Un troisième veut savoir comment éviter les abus. Vous répondez de votre mieux, puisant dans votre expérience et celle de vos collègues. Vous réalisez que ces hommes, malgré leurs responsabilités écrasantes, sont confrontés aux mêmes problèmes que vous. Comment maintenir la productivité tout en préservant la santé des travailleurs. Votre innovation leur propose une réponse concrète à cette équation apparemment impossible. À la fin de votre présentation, le silence s'installe. Vous attendez le verdict, le cœur serré. C'est le doyen du conseil, un homme aux cheveux blancs et au regard perçant, qui prend la parole. « Jeune scribe, dit-il lentement, tu viens de nous présenter quelque chose de révolutionnaire. Pas seulement une technique administrative, mais une nouvelle philosophie du travail. » Il marque une pause, laissant ces mots résonner dans la salle. « Nous allons étudier ta proposition et envisager sa mise en place progressive dans tous les services royaux. Si les résultats confirment tes promesses, tu auras changé la face de l'administration égyptienne. » Ces mots résonnent dans votre esprit comme une promesse d'immortalité. Vous, simple scribe souffrant du poignet, vous pourriez transformer la vie de milliers de travailleurs. En sortant de la salle, vous flottez sur un nuage. Kaemouasset vous donne une tape amicale sur l'épaule. « Félicitations, dit-il. Tu viens de faire entrer l'Égypte dans une nouvelle ère. » Ces mots vous semblent exagérés, mais vous commencez à comprendre que votre petit geste de rébellion contre la douleur a pris une dimension historique. 3 mois après votre présentation devant le Conseil, vous assistez à une transformation que vous n'auriez jamais imaginée. Un décret royal, gravé sur stèle et affiché dans tous les centres administratifs d'Égypte, officialise ce qui devient l'édit des soins aux serviteurs de l'État. Vous frissonnez en lisant ce texte qui reprend, dans le langage solennel de la chancellerie royale, les principes que vous avez développés dans votre petite alcôve de scribe. Le décret établit que tout fonctionnaire souffrant de maux liés à son travail peut solliciter un repos temporaire, sous réserve de fournir une explication détaillée de son affliction
et une proposition de compensation pour l'administration. Plus révolutionnaire encore, il institue la présence d'un prêtre médecin dans chaque centre administratif important, chargé d'évaluer la légitimité des demandes et de prodiguer des soins préventifs. Vous découvrez avec amusement que votre innovation a été rebaptisée les jours de restauration de la force vitale, une formule bien plus solennelle que votre simple congé maladie. Mais l'essentiel est préservé. Le droit pour un travailleur de dire « j'ai mal » et d'obtenir une réponse constructive plutôt qu'une punition. La mise en application de ce décret vous réserve des surprises. Amenemeb vous apprend qu'il a été nommé superviseur des innovations administratives, un poste créé spécialement pour gérer la transition vers ce nouveau système. Ironie du sort, dit-il avec un sourire, c'est moi qui vais former les autres superviseurs à appliquer une méthode que j'ai découverte grâce à un de mes subordonnés. Vous-même, vous n'êtes pas oublié. Le vizir en personne vous convoque pour vous nommer conseiller royal pour le bien-être des scribes, un titre ronflant qui cache une mission passionnante, parcourir l'Égypte pour former les administrateurs locaux à votre système. Vous qui n'aviez jamais quitté la région thébaine, vous allez découvrir votre pays de Memphis au nord jusqu'à la première cataracte au sud. Votre première mission vous mène à Memphis, l'ancienne capitale. Vous découvrez une administration gigantesque, avec des milliers de scribes répartis dans des dizaines de bureaux. Votre réputation vous a précédé. Partout, on vous accueille comme le scribe qui a révolutionné le travail. Cette célébrité vous gêne autant qu'elle vous flatte. Vous ne cessez de rappeler que votre innovation n'est qu'un retour au bon sens. Dans les bureaux Memphite, vous rencontrez des collègues aux problèmes familiers, mais aux solutions innovantes. Un scribe spécialisé dans les contrats commerciaux vous montre comment il a adapté votre système aux négociations avec les marchands étrangers. Quand j'ai les yeux trop fatigués pour lire les détails des contrats, explique-t-il, je prends une journée de repos, mais j'en profite pour recevoir les marchands et négocier oralement. Résultat, moins d'erreurs dans les contrats et de meilleures relations commerciales. Cette adaptation vous fascine. Votre système, conçu pour les scribes traditionnels, s'avère suffisamment flexible pour s'adapter aux spécificités locales. À Memphis, vous découvrez des jours de restauration utilisés pour l'apprentissage linguistique. Des scribes qui apprennent le babylonien ou le nubien pendant leur repos. À Éléphantine, frontière sud de l'Égypte, les scribes soldats utilisent ces jours pour s'entraîner au combat, combinant récupération physique et préparation militaire. Mais c'est votre rencontre avec Imenhotep, médecin en chef du temple de Ptah à Memphis, qui vous marque le plus. Cet homme vénérable vous reçoit dans son sanctuaire médical, entouré de papyrus médicaux et de jarres contenant des remèdes mystérieux. « Jeune scribe, dit-il, tu as accompli quelque chose de remarquable. Tu as réconcilié la médecine et l'administration. » Il vous explique que les prêtres médecins, traditionnellement cantonnés aux soins curatifs, découvrent, grâce à votre système, les vertus de la prévention. Nous apprenons à identifier les signes avant-coureurs des maladies professionnelles, à conseiller les postures, à prescrire des exercices. C'est une révolution dans notre pratique médicale. Imenhotep vous montre ensuite des papyrus qui vous coupent le souffle. Ce sont des traités médicaux en cours de rédaction, spécialement consacrés aux pathologies des scribes. Le papyrus des mots de l'écriture, le traité des douleurs du roseau, le manuel de la santé du fonctionnaire. Toute une littérature médicale nouvelle qui découle de votre innovation. Regardez ceci, dit-il en vous montrant un dessin anatomique détaillé. Nous avons identifié précisément les muscles et tendons sollicités par l'écriture. Nous pouvons maintenant prescrire des exercices ciblés, des massages spécifiques, des postures correctives. Cette approche scientifique de votre découverte vous impressionne. Vous aviez résolu un problème pratique, eux en font une science. Votre tournée égyptienne vous révèle l'ampleur inattendue de votre innovation. Dans le delta, vous découvrez des scribes agricoles qui utilisent les jours de restauration pour inspecter directement les champs, améliorant la précision de leurs rapports. En Haute-Égypte, les scribes des temples profitent de leur repos pour étudier les textes sacrés, devenant de meilleurs théologiens. Partout, vous constatez le même phénomène. Votre système ne se contente pas de soigner les maux physiques, il libère la créativité et l'initiative des fonctionnaires. En donnant aux scribes le droit de s'arrêter, vous leur avez paradoxalement permis de mieux avancer.
En légitimant leur faiblesse, vous avez révélé leur force cachée. Au terme de votre voyage, vous dressez un bilan qui vous étonne vous-même. En 6 mois, plus de 3000 scribes ont bénéficié du nouveau système. Les témoignages de satisfaction affluent de tout le pays. Mais surtout, vous observez une amélioration générale de la qualité du travail administratif égyptien. Les erreurs de calcul diminuent, les rapports sont plus précis, les innovations administratives se multiplient. Vous découvrez que la productivité, loin de chuter comme le craignaient les sceptiques, s'améliore significativement. Un scribe reposé et motivé produit plus et mieux qu'un scribe épuisé et résigné. Cette évidence, si simple qu'elle en paraît ridicule, révolutionne la conception égyptienne du travail. Vous avez prouvé que l'efficacité ne naît pas de la contrainte, mais de l'épanouissement, que la performance découle du bien-être, pas de la souffrance. Ces principes, révolutionnaires pour votre époque, vous semblent maintenant d'une logique imparable. En rentrant à Thèbes, vous mesurez le chemin parcouru. Parti d'une simple douleur au poignet, vous avez créé un système qui transforme la vie de milliers de travailleurs. Vous avez démontré qu'une innovation peut naître de la souffrance personnelle et s'épanouir en réforme sociétale. Vous avez prouvé qu'un simple scribe peut changer le cours de l'histoire. Mais vous pressentez que votre révolution ne fait que commencer. D'autres professions observent avec intérêt l'évolution de l'administration. Les artisans, les soldats, les prêtres commencent à s'interroger sur leurs propres conditions de travail. Votre petite graine de rébellion contre la douleur germe dans tout l'empire égyptien. Votre retour à Thèbes coïncide avec un événement qui vous rappelle brutalement que toute innovation dérange certains intérêts établis. Dès votre arrivée au palais, vous sentez une tension inhabituelle dans l'air. Les scribes vous accueillent avec leur chaleur habituelle, mais vous percevez des regards inquiets, des conversations qui s'interrompent à votre passage. Quelque chose a changé pendant votre absence. Amenemeb vous met rapidement au courant de la situation. « Nous avons un problème », dit-il en vous entraînant dans un coin discret. Certains superviseurs de l'ancienne école contestent notre système. Ils prétendent que nous encourageons la paresse et que la productivité va s'effondrer. Ces accusations ne vous surprennent qu'à moitié. Vous saviez que votre innovation ne pouvait pas faire l'unanimité dans une administration millénaire. Le leader de cette opposition s'appelle Seneb, un superviseur vétéran qui dirige les services de taxation de la rive ouest. Cet homme au visage austère et aux manières rigides incarne l'ancienne école administrative, celle qui considère que la souffrance forge le caractère et que la discipline impose le respect. Pour lui, votre système représente une menace directe contre l'ordre établi. Il a convaincu plusieurs collègues, explique Amenemeb. Ils préparent un rapport au vizir dénonçant ce qu'ils appellent la corruption des mœurs administratives. Ils accusent notre système de transformer les scribes en fainéants prétentieux et prédisent l'effondrement de l'administration égyptienne. Cette attaque frontale vous blesse plus que vous ne l'aviez anticipé. Vous décidez de rencontrer directement Seneb pour comprendre ses objections. L'entrevue se déroule dans son bureau, une pièce austère décorée uniquement de tablettes comptables et de fouets symboliques, ces derniers rappelant que la discipline physique reste un outil de gestion accepté dans son service. Seneb ne mâche pas ses mots. « Jeune scribe, dit-il d'une voix cassante, tu as semé la confusion dans notre administration. Depuis des siècles, nos fonctionnaires servent l'État avec dévouement et abnégation. Ils acceptent les sacrifices nécessaires à leur mission. Et toi, tu leur dis qu'ils ont le droit de se plaindre, de demander des faveurs, de négocier leurs conditions de travail. Vous tentez d'expliquer votre approche, mais il vous interrompt. Tu ne comprends pas les conséquences de tes actes. Si nous donnons aux scribes le droit de s'arrêter quand ils ont mal, bientôt tous les travailleurs d'Égypte voudront le même traitement. Les paysans refuseront de moissonner sous le soleil, les soldats déserteront leurs postes, les ouvriers abandonneront les chantiers. C'est la fin de la civilisation égyptienne. Cette tirade vous révèle la peur profonde qui sous-tend l'opposition à votre système. Seneb ne craint pas vraiment la baisse de productivité. Vos résultats prouvent le contraire. Il redoute la remise en question de la hiérarchie traditionnelle, l'émergence d'un pouvoir de négociation chez les subalternes, la transformation des rapports de force séculaires. Vous comprenez que vous affrontez bien plus qu'une simple résistance administrative. Vous défiez un système de valeurs qui place l'obéissance au-dessus du bien-être,
la soumission au-dessus de l'épanouissement. Pour Seneb et ses partisans, admettre que les travailleurs ont des droits, c'est remettre en question l'ordre cosmique lui-même. Cette prise de conscience vous galvanise. Vous décidez de préparer votre défense avec la même rigueur que vous avez mise à développer votre innovation. Vous rassemblez tous vos témoignages, tous vos résultats, toutes vos preuves. Vous préparez un dossier si solide que même les plus sceptiques ne pourront le réfuter. Votre stratégie repose sur 3 axes. Premièrement, démontrer que votre système améliore réellement la productivité. Vous disposez de chiffres précis sur l'ensemble de l'Égypte. Deuxièmement, prouver qu'il renforce la loyauté des fonctionnaires envers l'État. Un scribe bien traité sert mieux qu'un scribe maltraité. Troisièmement, établir que l'innovation est dans la tradition égyptienne. Après tout, votre civilisation a inventé la médecine, l'architecture, l'écriture. Vous passez des semaines à peaufiner votre argumentaire, aidé par Amenemeb et soutenu par tous les scribes qui ont bénéficié de votre système. Kéti rédige un témoignage émouvant sur la façon dont les jours de restauration ont sauvé sa carrière. Nebamoun présente des statistiques précises sur l'amélioration de la qualité de son travail. Même le vieux Hormine, pourtant peu expansif, écrit quelques lignes sur les bienfaits de votre innovation. Le jour de la confrontation arrive enfin. Le vizir a organisé une séance extraordinaire du Conseil pour trancher le débat. D'un côté, Seneb et ses partisans, avec leurs arguments traditionalistes. De l'autre, vous et vos défenseurs, avec vos preuves empiriques. L'enjeu dépasse largement votre petite personne. C'est l'avenir de l'administration égyptienne qui se joue. Seneb ouvre les hostilités avec une plaidoirie passionnée contre votre système. Il évoque les risques d'indiscipline, de décomposition de l'autorité, de chantage permanent des subalternes. Il agite le spectre d'une administration paralysée par les réclamations perpétuelles des fonctionnaires. Il prédit l'effondrement de l'Empire si l'on cède aux caprices des scribes. Quand vient votre tour, vous adoptez une approche différente. Au lieu de répondre aux accusations, vous présentez vos résultats. 6 mois d'application du système, 3000 scribes concernés. Une amélioration de 15% de la productivité moyenne, une réduction de 40% des erreurs administratives, une augmentation de 25% de la satisfaction au travail. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous continuez en présentant les innovations secondaires générées par votre système. Les nouvelles techniques d'éclairage, les améliorations des postures de travail, les méthodes de formation accélérées, les optimisations des processus administratifs. Vous montrez que loin de paralyser l'administration, votre système l'a dynamisé. Enfin, vous abordez la question philosophique. Honorables membres du Conseil, dites-vous, nous avons le choix entre 2 visions de l'administration. Soit nous considérons nos fonctionnaires comme des outils que l'on use jusqu'à leur destruction, soit nous les voyons comme des ressources précieuses qu'il faut préserver et développer. Les résultats montrent quelle approche est la plus efficace. Le silence qui suit votre intervention vous semble interminable. Le vizir consulte ses conseillers, examine vos documents, pèse les arguments. Puis il se lève, imposant dans sa robe d'apparat, et prononce un verdict qui changera le cours de l'histoire. Le système des jours de restauration est maintenu et étendu. L'innovation n'est pas l'ennemi de la tradition. Elle en est l'évolution naturelle. Cette victoire vous soulage, mais elle vous fait aussi mesurer l'ampleur de votre responsabilité. Vous avez gagné une bataille, mais la guerre culturelle continue. Il faudra du temps pour que les mentalités évoluent, pour que votre vision humaniste de l'administration s'impose définitivement. Vous venez de franchir une étape cruciale, mais le chemin reste long. La victoire devant le Conseil marque un tournant décisif, mais elle révèle aussi la nécessité de codifier votre innovation pour assurer sa pérennité. Le vizir vous confie une mission extraordinaire. Rédiger le premier code officiel régissant les congés maladie dans l'administration égyptienne. Cette tâche vous terrifie autant qu'elle vous exalte. Vous, simple scribe parti d'un mal de poignet, vous allez créer un texte législatif qui survivra peut-être au pharaon. Vous vous installez dans une salle spéciale du palais, entouré de vos meilleurs papyrus et de vos plus beaux roseaux. Cette fois, pas question de bâcler le travail. Chaque mot doit être pesé, chaque phrase ciselée. Vous rédigez ce qui deviendra le Code des restaurations salutaires pour les serviteurs de l'État.
Un titre pompeux qui masque votre révolution silencieuse. Les premières lignes vous donnent des frissons. Il est établi que tout serviteur de l'État souffrant dans son corps du fait de son labeur peut solliciter un temps de restauration, sans que cela nuise à son honneur ni à sa fonction. Ces mots, tracés de votre main, consacrent officiellement le droit à la santé, au travail. Vous venez d'inscrire dans la loi égyptienne un principe qui vous paraît révolutionnaire. Le Code établit ensuite les procédures précises. Demande écrite du fonctionnaire, examen par un prêtre médecin, proposition de compensation, durée limitée du congé, suivi médical au retour. Vous prenez soin de créer un système équilibré qui protège les travailleurs sans paralyser l'administration. Chaque article reflète votre expérience pratique. Chaque clause découle de vos observations sur le terrain. Mais c'est l'article 7 qui révolutionne vraiment la conception égyptienne du travail. Les superviseurs sont tenus d'adapter les conditions de labeur pour prévenir les maux récurrents. Cette phrase anodine impose aux chefs la responsabilité d'améliorer les conditions de travail de leurs subordonnés. Vous transformez la prévention en obligation légale. L'article 12 va encore plus loin. Tout serviteur de l'État peut proposer des améliorations à ses conditions de travail, lesquelles seront étudiées avec bienveillance par sa hiérarchie. Vous institutionnalisez le droit à l'innovation. Vous légitimez la créativité des subalternes. C'est une révolution copernicienne dans une administration habituée à l'obéissance passive. Pendant des semaines, vous peaufinez votre texte, l'enrichissez de vos découvertes, l'adaptez aux spécificités de chaque profession. Vous créez des annexes pour les scribes, les comptables, les archivistes, les dessinateurs. Chaque métier a ses pathologies particulières, ses besoins spécifiques, ses solutions adaptées. Le Code prévoit aussi la formation des superviseurs. Vous instituez des stages obligatoires où les chefs apprendront à reconnaître les signes de fatigue, à adapter les postes de travail, à gérer les demandes de congés. Vous transformez l'art de commander en science de l'accompagnement. Un chapitre entier est consacré aux innovations techniques. Vous encouragez officiellement l'amélioration des outils, l'optimisation des postures, la recherche d'alternatives moins pénibles. Vous créez même un système de récompense pour les innovations les plus remarquables. La créativité devient un devoir civique. Quand vous achevez la rédaction, vous contemplez avec émotion ce rouleau de papyrus qui contient votre révolution. 72 articles répartis en 12 chapitres qui transforment radicalement les rapports entre l'État et ses serviteurs. Vous avez créé le premier code du travail de l'histoire, même si vous ne le savez pas encore. Le vizir examine personnellement votre œuvre, y apporte quelques corrections stylistiques, puis la fait graver sur une stèle de granit rose. Cette stèle érigée devant le palais royal officialise votre révolution. Désormais, tout fonctionnaire égyptien peut s'y référer pour connaître ses droits et ses devoirs en matière de santé au travail. L'effet est immédiat. En quelques mois, le système se répand dans toute l'administration égyptienne. Non seulement les scribes, mais aussi les soldats, les prêtres, les artisans royaux découvrent qu'ils peuvent prendre soin de leur corps sans trahir leur mission. Vous assistez à l'émergence d'une culture nouvelle où le bien-être individuel sert l'intérêt collectif. Les résultats dépassent vos espérances les plus folles. La productivité de l'administration égyptienne s'améliore spectaculairement. Les innovations techniques se multiplient. La satisfaction au travail augmente. Même les recettes fiscales progressent car des fonctionnaires motivés collectent mieux les impôts. Mais c'est l'évolution des mentalités qui vous frappe le plus. Les superviseurs de l'ancienne école, même les plus réticents, finissent par adopter votre approche quand ils constatent ses bénéfices. Sénèbe lui-même, votre ancien opposant, vous avoue discrètement que ses services n'ont jamais été aussi efficaces depuis qu'il applique votre système. Cette transformation culturelle vous donne parfois le vertige. Vous avez réussi à changer la conception millénaire du travail en Égypte. Vous avez prouvé que l'humanité et l'efficacité ne s'opposent pas, qu'elles se renforcent mutuellement. Vous avez réconcilié l'individu et l'État, l'épanouissement personnel et le service public. Un soir, en contemplant le soleil qui se couche sur Thèbes, vous mesurez le chemin parcouru. Parti d'une simple douleur au poignet, vous avez créé un système qui transforme la vie de centaines de milliers d'Égyptiens. Votre petite rébellion personnelle est devenue une révolution sociétale.
mais vous pressentez que votre innovation ne s'arrêtera pas aux frontières de l'Égypte. Les marchands, les diplomates, les voyageurs commencent à parler de votre système dans tout le bassin méditerranéen. D'autres civilisations s'intéressent à votre approche. Votre révolution silencieuse pourrait bien devenir universelle. Cette perspective vous remplit d'une fierté mêlée d'humilité. Vous avez prouvé qu'une idée simple, née d'une souffrance personnelle, peut changer le monde. Vous avez démontré que l'innovation peut venir de n'importe où, même d'un scribe anonyme au fond de son bureau. Vous avez créé quelque chose qui vous survivra, qui influencera des générations futures. Votre code des congés maladie devient la référence dans tout l'empire égyptien. Des copies circulent dans les provinces les plus reculées. Des adaptations voient le jour pour les spécificités locales. Votre innovation se diffuse, évolue, s'enrichit des expériences de terrain. 2 ans après la promulgation de votre code, vous recevez une mission qui vous fait prendre conscience de l'ampleur historique de votre innovation. Le vizir vous convoque pour vous annoncer que les gouverneurs des provinces les plus éloignées rapportent des résultats extraordinaires. Ton système, dit-il, a transformé non seulement notre administration, mais notre économie tout entière. Les chantiers avancent plus vite, les récoltes sont mieux gérées, même nos relations diplomatiques s'améliorent. Cette déclaration vous intrigue. Comment des congés maladie peuvent-ils influencer la diplomatie? Le vizir vous explique que les scribes chargés des correspondances internationales, moins fatigués et plus motivés, rédigent des traités plus précis et négocient avec plus de finesse. Nos ambassadeurs rapportent que les cours étrangères s'étonnent de la qualité nouvelle de nos documents officiels. Vous partez alors en tournée d'inspection dans les provinces pour constater par vous-même cette transformation. Votre première étape vous mène à Éléphantine, à la frontière nubienne. Le gouverneur local, Apou Zeneb, vous accueille avec un enthousiasme qui vous surprend. « Votre système a sauvé ma carrière, dit-il. Mes scribes militaires étaient épuisés par les rapports incessants sur les mouvements des tribus du Sud. Maintenant, ils alternent surveillance et repos, et nos renseignements sont infiniment plus fiables. Dans les bureaux d'Éléphantine, vous découvrez des innovations que vous n'aviez pas imaginées. Les scribes ont créé un système de rotation qui assure une surveillance continue tout en permettant à chacun de récupérer. Ils ont aussi développé des techniques de rédaction rapide qui réduisent la fatigue manuelle. Votre système, loin de ralentir l'administration, l'a rendue plus inventive. Plus surprenant encore, vous constatez que les principes de votre code se sont étendus spontanément à d'autres professions. Les soldats de la garnison appliquent désormais des rotations préventives qui évitent l'épuisement. Les artisans de l'arsenal royal ont négocié des pauses régulières qui améliorent la qualité de leurs armes. Votre révolution a débordé de son cadre initial. Un superviseur local vous explique. Avant, nos scribes évaluaient les récoltes depuis leur bureau, en se basant sur des déclarations souvent inexactes. Maintenant, ils vont sur le terrain pendant leur congé, officiellement pour se reposer au grand air. Résultat, nos évaluations sont plus justes, les paysans moins tentés de tricher et les recettes fiscales en hausse. Cette adaptation vous fascine. Vos jours de restauration sont devenus un prétexte pour améliorer la qualité du service public. Les scribes prennent soin de leur santé tout en perfectionnant leur travail. Vous avez créé, sans le vouloir, un système qui allie bien-être personnel et efficacité administrative. À Memphis, vous rencontrez des scribes spécialisés dans le commerce international. Leurs témoignages vous révèlent une dimension inattendue de votre innovation. Nos congés nous permettent d'étudier les langues étrangères, explique l'un d'eux. J'ai appris le babylonien pendant mes repos, ce qui m'a permis de détecter des erreurs dans les traductions. Nous avons évité plusieurs litiges commerciaux coûteux. Cette utilisation créative de vos congés maladie vous donne le vertige. Vous découvrez que votre système ne se contente pas de soigner les corps, il développe les compétences. Les scribes utilisent leur temps de repos pour se former, s'améliorer, innover. Vous avez créé un cercle vertueux où la santé génère la performance. Partout où vous passez, vous entendez des histoires similaires. Des scribes qui profitent de leur congé pour visiter des chantiers et améliorer leur devis. Des comptables qui utilisent leur repos pour étudier de nouvelles méthodes de calcul. Des archivistes qui mettent leur pause à profit pour réorganiser leur classement. Mais c'est à Thèbes que vous découvrez l'évolution la plus spectaculaire. Votre ancien service est devenu un laboratoire d'innovation administrative.
Amenemheb, promu superviseur régional, a créé ce qu'il appelle l'école de la restauration, un centre de formation où les scribes apprennent à optimiser leurs conditions de travail. Nous avons systématisé ton approche, vous explique-t-il. Chaque nouveau scribe reçoit une formation à la prévention des troubles professionnels. Nous enseignons les bonnes postures, les exercices de détente, la gestion du stress, mais surtout, nous leur apprenons à innover, à proposer des améliorations. Cette institutionnalisation de votre découverte vous émeut. Votre innovation personnelle est devenue une méthode d'enseignement. Les futurs scribes apprennent désormais que prendre soin de soi fait partie intégrante de leur mission professionnelle. Vous avez changé la formation de toute une génération. L'école de la restauration attire des visiteurs de tout l'Empire. Des superviseurs viennent étudier vos méthodes, des médecins analysent vos résultats, des architectes s'inspirent de vos innovations pour concevoir des bureaux plus ergonomiques. Votre petite rébellion contre la douleur est devenue une référence scientifique. Un matin, vous recevez une délégation qui vous laisse sans voix. Des ambassadeurs de Babylone, de Perse, même de la lointaine vallée de l'Indus, viennent étudier votre système. Nous avons entendu parler de votre révolution administrative, dit leur porte-parole. Nos souverains souhaitent comprendre comment l'Égypte a réussi à améliorer si spectaculairement son efficacité. Cette reconnaissance internationale vous fait mesurer l'ampleur de votre accomplissement. Votre innovation, née d'un problème personnel, intéresse maintenant les plus grandes civilisations de l'époque. Vous avez créé quelque chose d'universel qui transcende les frontières et les cultures. Les discussions avec ces ambassadeurs vous révèlent que d'autres peuples confrontent les mêmes défis. Partout, les administrations souffrent d'épuisement, de démotivation, de baisse de productivité. Votre système offre une solution concrète à ces problèmes universels. Vous avez inventé un modèle exportable. Cette perspective vous donne une vision nouvelle de votre rôle. Vous n'êtes plus seulement un scribe égyptien qui a résolu un problème local. Vous êtes devenu un innovateur dont les idées peuvent transformer le monde du travail à l'échelle planétaire. Votre révolution silencieuse prend une dimension historique. 5 ans après votre première douleur au poignet, vous vous retrouvez dans une position que vous n'auriez jamais imaginée. Conseiller de pharaons étrangers venus étudier votre système. Le palais royal de Thèbes accueille une conférence internationale sur ce que les savants appellent désormais la méthode égyptienne de restauration des forces vitales. Vous, simple scribe devenu involontairement révolutionnaire, vous vous adressez aux plus puissants dirigeants du monde antique. Dans la grande salle d'audience, vous reconnaissez des visages que vous n'avez vus que sur des bas-reliefs. Le roi de Babylone, le shah de Perse, des princes nubiens, des émissaires de la mystérieuse civilisation minoenne. Tous sont venus comprendre comment l'Égypte a réussi à transformer si radicalement son administration. Votre histoire personnelle est devenue un cas d'étude internationale. Le roi de Babylone prend la parole le premier. Nos scribes cunéiformes souffrent des mêmes maux que vos scribes hiéroglyphiques, dit-il. Leurs doigts se déforment à force de presser le roseau dans l'argile, leurs yeux se fatiguent sur les tablettes. Mais nous n'avons jamais pensé qu'il était possible de concilier leur bien-être et leur efficacité. Cette déclaration vous frappe. Vous réalisez que votre innovation ne résolvait pas seulement un problème égyptien, mais une difficulté universelle liée à l'écriture elle-même. Partout où les hommes ont développé l'écriture, ils ont créé des conditions de travail pénibles pour leurs scribes. Votre système offre une solution applicable à toutes les civilisations lettrées. Le shah de Perse vous pose une question qui vous fait réfléchir. Comment avez-vous surmonté la résistance des traditionalistes? Chez nous, suggérer que les fonctionnaires puissent négocier leurs conditions de travail serait considéré comme une atteinte à l'autorité royale. Vous répondez en expliquant votre approche pragmatique. Prouvez d'abord l'efficacité, théorisez ensuite. J'ai commencé par résoudre mon problème personnel, expliquez-vous. Puis j'ai démontré que cette solution améliorait ma productivité. Face aux résultats, même les plus conservateurs ont dû admettre que l'innovation était bénéfique. L'important n'est pas de convaincre par la théorie, mais de persuader par les faits. Cette méthode séduit votre auditoire. Vous voyez dans leurs yeux qu'ils comprennent la logique de votre démarche. Commencez petit, prouver l'efficacité, étendre progressivement. Votre révolution silencieuse devient un modèle de transformation organisationnelle.
Un prince nubien vous demande comment adapter votre système aux spécificités culturelles. Nos scribes travaillent souvent en plein air, sous le soleil du désert. Leurs problèmes ne sont pas les mêmes que ceux de vos scribes de palais. Vous répondez en soulignant la flexibilité de votre approche. Le principe reste le même. Écouter les besoins du corps et y répondre intelligemment. Mais les solutions doivent s'adapter au contexte local. Cette discussion vous amène à théoriser votre pratique. Vous identifiez les principes universels de votre système. Prévention plutôt que guérison, adaptation plutôt qu'endurance, innovation plutôt que tradition. Ces principes, applicables partout, expliquent le succès international de votre méthode. L'émissaire minoen vous pose une question inattendue. Votre système ne risque-t-il pas de créer une génération de fonctionnaires trop dorlotés, incapables de supporter les difficultés? Cette objection vous permet de clarifier un malentendu fréquent. Au contraire, répondez-vous, nos scribes sont plus résistants qu'avant, car ils savent gérer leur fatigue et prévenir l'épuisement. Nous avons créé des professionnels plus durables, pas plus fragiles. Cette précision déclenche un débat passionnant sur la nature de la résistance. Vous expliquez que votre système ne supprime pas les difficultés, il apprend à les gérer intelligemment. Un scribe qui sait faire des pauses travaille plus longtemps qu'un scribe qui s'épuise. Une administration qui prend soin de ses agents les fidélise et les motive. La conférence se prolonge plusieurs jours, chaque délégation apportant ses questions et ses expériences. Vous découvrez que d'autres peuples ont développé des pratiques similaires, mais de manière isolée et non systématisée. Votre innovation consiste à avoir formalisé et généralisé ces bonnes pratiques. Un moment particulièrement émouvant survient quand un jeune scribe babylonien vous aborde à la fin d'une séance. « Maître, dit-il, puis-je vous montrer mes mains ?» Il vous présente des doigts déformés par des années d'écriture cunéiforme. « J'ai 25 ans, et mes mains ressemblent à celles d'un vieillard. Pensez-vous que votre système pourrait m'aider? Cette rencontre vous bouleverse. Vous revoyez votre propre souffrance, 5 ans plus tôt, quand vous pensiez que la douleur était inévitable. Vous passez 1 heure avec ce jeune homme, lui expliquant les exercices, les postures, les techniques de prévention. Vous lui donnez l'espoir que vous aviez perdu et retrouvé. Cette expérience vous fait réaliser que votre mission dépasse largement la bureaucratie égyptienne. Vous avez une responsabilité envers tous les travailleurs du monde qui souffrent dans leur métier. Votre innovation doit se répandre, s'adapter, évoluer pour soulager le maximum de personnes. La conférence s'achève sur une déclaration commune signée par tous les participants. Ce document, gravé sur une stèle multilingue, proclame les principes universels de la restauration des forces vitales au travail. Vous assistez à la naissance du premier traité international sur la santé au travail de l'histoire. Cette stèle, érigée devant le palais royal, devient un lieu de pèlerinage pour les administrateurs du monde entier. Vous avez créé quelque chose de plus grand que vous, un mouvement international de réforme des conditions de travail. Votre petite rébellion personnelle inspire maintenant des révolutions dans toutes les civilisations connues. En rentrant chez vous ce soir-là, vous contemplez cette stèle avec émotion. Votre nom y est gravé pour l'éternité, mais ce qui vous touche le plus, c'est la liste des principes que vous avez contribué à établir. Ces idées simples, respecter le corps, prévenir l'épuisement, innover constamment, vont peut-être transformer la condition humaine. Vous pensez à tous les scribes, présents et futurs, qui bénéficieront de votre découverte. Vous imaginez des générations de travailleurs qui grandiront en sachant qu'ils ont le droit de prendre soin d'eux-mêmes. Vous avez changé non seulement les pratiques, mais les mentalités. Votre révolution silencieuse devient une évolution permanente. Cette nuit-là, vous rêvez d'un monde où le travail et la santé ne s'opposent plus, où l'épanouissement personnel sert l'efficacité collective. Un monde où votre innovation, née d'une simple douleur au poignet, a libéré l'humanité d'une souffrance millénaire. Vous ne le savez pas encore, mais ce rêve deviendra réalité, siècle après siècle, jusqu'à nos jours. 10 ans après votre première douleur au poignet, vous parcourez les rues de Thèbes avec un sentiment étrange, mélange de satisfaction et de nostalgie. Votre innovation s'est maintenant si bien intégrée à la société égyptienne qu'elle semble avoir toujours existé. Les jeunes scribes qui commencent leur carrière ne peuvent pas imaginer un monde où les congés maladie n'existeraient pas. Votre révolution est devenue une évidence.
vous vous arrêtez devant l'école de la Restauration, cette institution que vous avez contribué à créer et qui forme maintenant les futurs administrateurs de l'Empire. Par la fenêtre, vous voyez des apprentis scribes pratiquer les exercices d'étirement que vous avez développés. Leurs gestes sont naturels, automatiques. Ils ont intégré la prévention comme une partie normale de leur formation. Cette scène vous remplit d'une fierté tranquille. Vous avez réussi à changer la culture elle-même. Les nouvelles générations grandissent avec l'idée que prendre soin de sa santé au travail n'est pas un luxe, mais une nécessité. Votre innovation a créé un nouveau paradigme qui structure désormais toute la société égyptienne. Un jeune scribe vous reconnaît et s'approche respectueusement. « Maître, dit-il, je voulais vous remercier. Grâce à votre système, je peux exercer mon métier sans craindre de ruiner ma santé. Mon père, qui était scribe avant moi, a les mains déformées par des années d'écriture. Moi, je sais que j'éviterai ce sort. » Cette comparaison générationnelle vous touche profondément. Vous réalisez que vous avez non seulement transformé les conditions de travail, mais aussi les perspectives de carrière. Les scribes peuvent maintenant envisager des carrières longues et épanouissantes sans redouter l'usure physique. Vous avez libéré une profession entière de la fatalité de la souffrance. Votre promenade vous mène vers le port de Thèbes, où vous observez les marchands étrangers qui déchargent leurs navires. Beaucoup viennent d'Égypte spécifiquement pour étudier votre système. Des délégations commerciales incluent maintenant des conseillers en restauration des forces vitales dans leurs équipes. Votre innovation est devenue un avantage concurrentiel pour l'Égypte. Un marchand phénicien vous aborde, ayant entendu parler de votre réputation. « Maître scribe, dit-il, nous appliquons votre méthode sur nos navires. Nos marins alternent maintenant les quarts de travail avec des périodes de repos préventifs. Résultat, moins d'accidents, plus d'efficacité, des équipages plus fidèles. Cette adaptation maritime de votre système vous surprend et vous réjouit. Vous découvrez que votre innovation a essaimé dans des domaines que vous n'aviez jamais imaginés. Les architectes utilisent de vos principes pour concevoir des bâtiments plus ergonomiques. Les médecins intègrent vos observations dans leurs traités. Les philosophes théorisent sur vos découvertes. Votre système est devenu une source d'inspiration multidisciplinaire. En fin d'après-midi, vous rendez visite à Amenemheb, maintenant superviseur général de l'administration thébaine. Son bureau, aménagé selon les principes ergonomiques que vous avez développés, témoigne de l'évolution des mentalités. « Tu sais, dit-il, ton innovation a fait plus que résoudre un problème pratique. Elle a changé notre conception même du travail. » Cette remarque vous amène à réfléchir sur la portée philosophique de votre découverte. Vous avez prouvé que l'être humain n'est pas condamné à subir son environnement de travail, qu'il peut le transformer. Vous avez démontré que l'innovation peut venir de la souffrance et la transformer en progrès. Vous avez réconcilié l'individu et la société. Amenemheb vous montre les dernières statistiques de l'administration égyptienne. Productivité en hausse constante, satisfaction des fonctionnaires au plus haut, innovation technique multipliée par 10. Tout cela, dit-il, parce qu'un scribe a osé dire « j'ai mal au poignet » au lieu de souffrir en silence. Cette simplification vous amuse, mais elle contient une vérité profonde. Votre conversation est interrompue par l'arrivée d'un messager royal. Le pharaon lui-même souhaite vous rencontrer pour discuter de l'extension de votre système aux provinces les plus reculées. Cette convocation vous honore, mais elle vous rappelle aussi que votre travail n'est pas terminé. Il reste des régions où les anciennes pratiques persistent. Le soir, vous vous retirez dans votre jardin pour méditer sur votre parcours. 10 ans plus tôt, vous étiez un scribe anonyme, souffrant en silence. Aujourd'hui, vous êtes consulté par les plus hautes autorités de l'Empire. Votre nom est connu dans tout le bassin méditerranéen. Votre innovation influence des millions de travailleurs. Mais ce qui vous rend le plus fier, c'est la transformation que vous observez chez les gens ordinaires. Ces scribes qui sourient en allant au travail, ces artisans qui innovent sans craindre l'épuisement, ces administrateurs qui voient leur métier comme un épanouissement et non comme une corvée. Vous avez contribué à créer un monde plus humain. Vous pensez à Senedjem, le tailleur de pierre qui vous a inspiré. Sa philosophie simple, écouter son corps et en prendre soin, a révolutionné une civilisation. Vous pensez à tous les anonymes qui ont contribué à cette transformation, les scribes qui ont osé témoigner, les superviseurs qui ont accepté de changer, les médecins qui ont soutenu votre approche. Cette réflexion vous amène à une conclusion surprenante.
Votre innovation n'est pas vraiment la vôtre. Elle appartient à tous ceux qui ont souffert au travail et ont cherché des solutions. Vous avez simplement été le catalyseur qui a permis à ces aspirations individuelles de devenir un mouvement collectif. En contemplant les étoiles, vous imaginez l'avenir de votre innovation. Elle va continuer à évoluer, à s'adapter, à se perfectionner. D'autres découvertes viendront l'enrichir. De nouvelles générations l'amélioreront. Votre système n'est pas un aboutissement, mais un point de départ. Vous souriez en pensant que dans 1000 ans, des travailleurs bénéficieront encore de votre découverte sans même connaître votre nom. Cette perspective, loin de vous attrister, vous remplit de satisfaction. Vous avez créé quelque chose qui vous dépasse, qui survivra à votre époque, qui servira l'humanité future. Cette nuit-là, vous vous endormez avec la certitude d'avoir accompli votre mission. Vous avez transformé votre souffrance personnelle en progrès collectif. Vous avez prouvé qu'un individu peut changer l'histoire. Vous avez démontré que les plus grandes révolutions naissent parfois des gestes les plus simples. Votre poignet ne vous fait plus mal, mais votre innovation continue de soulager le monde. 15 ans après cette première douleur au poignet qui a changé votre vie, vous vous tenez devant une assemblée extraordinaire, le premier congrès international des innovations du travail, organisé dans le temple de Karnak. Des délégués de toutes les civilisations connues sont venus présenter leurs adaptations de votre système. Vous réalisez que votre petite rébellion personnelle est devenue un mouvement mondial de transformation du travail. Le représentant de la Mésopotamie présente le système babylonien de restauration des scribes cunéiformes. Il a adapté vos principes aux spécificités de l'écriture sur argile, créant des outils ergonomiques et des techniques de repos spécifiques. Vous souriez en reconnaissant vos idées transformées par une autre culture, preuve que l'innovation voyage et évolue. L'envoyé de la vallée de l'Indus dévoile des découvertes qui vous fascinent. Nous avons appliqué vos principes à nos tisserands, dit-il. Résultat, nos tissus sont plus fins, nos artisans plus durables, notre production plus régulière. Cette extension de votre système à l'artisanat textile vous révèle des possibilités que vous n'aviez pas imaginées. Mais c'est le rapport des Minoens qui vous bouleverse le plus. Vos idées ont inspiré notre architecture, explique leur délégué. Nous concevons maintenant nos palais en pensant au bien-être des travailleurs qui les occuperont. Éclairage naturel optimisé, espace de repos intégré, circulation fluide pour éviter la fatigue. Votre innovation a influencé l'art de construire lui-même. Durant ces journées de congrès, vous assistez à la théorisation de votre pratique. Des savants de toute nationalité analysent vos principes, les formalisent, les enrichissent. Vous découvrez que votre système relève de ce qu'ils appellent la science de l'adaptation humaine au travail. Votre bon sens pratique est devenu une discipline académique. Un philosophe grec vous interpelle. Maître, votre découverte remet en question notre conception même de la condition humaine. Vous avez prouvé que l'homme n'est pas condamné à subir son environnement, qu'il peut le transformer. C'est une révolution philosophique autant que pratique. Cette dimension intellectuelle de votre innovation vous surprend et vous honore. Le soir, lors d'un banquet offert par le pharaon, vous vous retrouvez assis entre le roi de Babylone et le chef de la délégation nubienne. Leur conversation vous révèle l'ampleur de votre influence. Nos peuples vous considèrent comme un bienfaiteur de l'humanité, dit le roi babylonien. Vos idées ont libéré des millions de travailleurs d'une souffrance millénaire. Cette reconnaissance vous émeut, mais elle vous rappelle aussi votre responsabilité. Vous avez créé un mouvement qui vous dépasse et vous devez continuer à le guider. Vous annoncez votre intention de rédiger un testament des innovations du travail, synthèse de tout ce que vous avez appris et observé. Les mois suivants, vous vous consacrez à cette œuvre majeure. Ce ne sera pas seulement un manuel pratique, mais une réflexion profonde sur les relations entre l'homme et le travail. Vous y exposez vos principes fondamentaux, l'écoute du corps, la prévention de l'épuisement, l'innovation constante, l'adaptation mutuelle de l'homme et de son environnement. Votre testament devient rapidement la référence mondiale en matière d'organisation du travail. Traduit dans toutes les langues, recopié dans toutes les bibliothèques, il influence des générations d'administrateurs, d'artisans, de dirigeants. Vous avez créé une œuvre qui survivra à l'effondrement des empires, mais votre plus grande satisfaction vient des témoignages que vous recevez quotidiennement.
des lettres de scribes qui peuvent exercer leur métier sans souffrir, d'artisans qui innovent sans craindre l'épuisement, d'administrateurs qui voient leur travail comme un épanouissement. Vous avez transformé des vies individuelles, et c'est ce qui compte le plus. Un jour, vous recevez la visite d'un très vieil homme, appuyé sur une canne. Il se présente comme Ketty, un scribe retraité de Memphis. « Maître, dit-il, j'ai 80 ans. J'ai commencé à travailler avant votre révolution. J'ai fini ma carrière en appliquant vos principes. La différence, j'ai pu servir l'État pendant 50 ans, au lieu de m'effondrer au bout de 20. Votre innovation m'a donné 30 années de vie professionnelle supplémentaire. Ce témoignage vous touche profondément. Vous réalisez que votre système n'a pas seulement amélioré les conditions de travail, il a allongé les carrières, multiplié les compétences disponibles, enrichi la société de l'expérience des anciens. Vous avez créé un cercle vertueux qui profite à tous. En cette fin d'après-midi, assis dans votre jardin, vous contemplez le chemin parcouru. Parti d'une simple douleur au poignet, vous avez révolutionné le monde du travail. Vous avez prouvé qu'une innovation peut naître de la souffrance personnelle et servir l'humanité entière. Vous avez démontré que les plus grands changements commencent par les gestes les plus simples. Votre poignet ne vous fait plus mal depuis longtemps. Mais votre innovation continue de soulager des millions de travailleurs à travers le monde. Elle évoluera, s'adaptera, se perfectionnera au fil des siècles. D'autres découvertes viendront l'enrichir. De nouvelles générations l'amélioreront encore. Vous souriez en pensant que dans 3000 ans, des travailleurs bénéficieront encore de votre découverte, adaptée aux technologies de leur époque. Ils ignoreront peut-être votre nom, mais ils hériteront de votre vision. Un monde où le travail et la santé ne s'opposent plus, où l'épanouissement personnel sert l'efficacité collective. Cette pensée vous remplit d'une sérénité profonde. Vous avez accompli votre mission. Vous avez transformé votre souffrance en progrès, votre révolte en révolution, votre innovation en évolution permanente. Vous avez prouvé qu'un simple scribe peut changer l'histoire de l'humanité. Le soleil se couche sur Thèbes, dorant les temples et les palais de cette civilisation que vous avez contribué à transformer. Demain, des milliers de scribes se réveilleront et iront au travail en sachant qu'ils ont le droit de prendre soin d'eux-mêmes. Votre héritage vivra dans chacun de leurs gestes, dans chacune de leurs innovations, dans chacune de leurs réussites. Vous fermez les yeux apaisés par cette certitude. Votre petite rébellion contre la douleur est devenue l'une des plus grandes révolutions silencieuses de l'histoire. Et cette révolution ne fait que commencer. Le temps s'étire doucement maintenant, comme le Nil qui coule paisiblement vers la mer. Votre respiration se fait plus lente, plus profonde. Vous sentez vos épaules se détendre, vos mains s'ouvrir, vos pieds s'alourdir contre le sol. Cette histoire d'un simple scribe qui a changé le monde se mélange maintenant à vos propres rêves, à vos propres innovations silencieuses. Peut-être que vous aussi, dans votre vie moderne, vous portez en vous cette même capacité d'innovation, cette même force tranquille qui peut transformer un problème personnel en solution universelle. Peut-être que vos propres défis quotidiens, vos propres inconforts, vos propres questionnements contiennent les germes de changement qui vous dépassent. Laissez cette pensée vous accompagner dans le sommeil qui vient. Laissez-vous bercer par l'idée que les plus grandes révolutions naissent souvent des gestes les plus simples, des révoltes les plus personnelles, des innovations les plus humaines. Votre propre histoire s'écrit encore, avec ses propres découvertes, ses propres transformations silencieuses. Le scribe égyptien s'endort lui aussi, dans son jardin de Thèbes, apaisé par l'accomplissement de sa mission. Ses dernières pensées vont vers tous ceux qui, à travers les siècles, continueront son œuvre. Vers vous peut-être, qui portez en vous cette même capacité de transformer le monde, un geste à la fois, une innovation à la fois, une révolution silencieuse à la fois. Dormez maintenant, bercés par cette histoire millénaire qui continue de s'écrire. Dormez en sachant que vous aussi, vous pouvez changer le monde. Dormez en paix, héritier de cette révolution silencieuse qui a commencé il y a 3000 ans par un simple mal de poignet.